On va accueillir Véronique Loustorati, qui travaille au CHU de Limoges et qui est la présidente de la Fédération nationale des pôles et des réseaux d'hépatite virale. C'est un grand plaisir pour moi et je vais dire quelque chose qu'on n'est plus beaucoup à comprendre là. Je suis super content d'accueillir la maman de Max et pour être avec nous. Alors la maman de Max, pourquoi? Parce que ça résume, je vois quelques gens qui sourient, qui comprennent. Ben, c'est pour moi la meilleure façon SOS Hépatite de résumer l'engagement de Véronique. L'amendement de Max, c'était il y a plus de 10 ans. C'était la rencontre entre Véronique, ses patients, nous. Elle avait compris que quand on traitait une hépatite C ou quand il y avait une hépatite C, ben, il n'y avait pas que la personne qui l'avait, il y avait toute la famille qui souffrait et que c'était extrêmement compliqué de parler de la maladie à ses enfants. Et elle avait eu l'idée géniale à ce moment-là de faire une bande dessinée destinée aux enfants pour parler de leurs parents qui avaient une maladie qui était difficilement compréhensible. Et ce livre, cette BD à laquelle on avait participé, qu'on avait aidé à financer et à diffuser, ça s'appelait L'histoire de Max. Et donc j'avais appelé gentiment Véronique à ce moment-là la maman de Max. Et voilà, ça sert à ça de se rencontrer entre. Et je trouve que ça résume aussi toute notre philosophie qui est SOS Hépatite, qui a toujours voulu être la courroie de transmission entre les malades et les médecins. Et ça avait fait des belles choses comme ça. Donc là, tu vas nous parler de cette histoire depuis les hépatites A jusqu'aux hépatites E, avec ces hépatites qui sont émergentes. Et je ne doute pas de ta capacité de nous convaincre de continuer notre engagement. Merci encore d'être là. Tout d'abord, je ne sais pas si vous m'entendez, c'est bon. Je remercie vivement SOS de m'avoir invité à vous parler des hépatites virales. Ça a toujours été, disons, mon histoire. Et l'histoire de Max, ça commence à dater maintenant, puisque maintenant les hépatites virales C, on arrive à les guérir. À l'époque, c'était les interférons, la ribavirine, donc je ne sais pas pour certains si vous vous en souvenez. Alors aujourd'hui, le challenge, ça va être de vous parler des hépatites virales de A à E. C'est monstrueux. Et je ne vais pas du tout vous faire de recommandations, puisque c'est Madame Roudot-Toraval qui vous fera les recommandations, mais vous parlez plutôt des nouveautés à partir des données de base. Alors, l'hépatite A tout d'abord. Alors, l'hépatite A, comme vous le savez, c'est une transmission orofécale, tout le monde sait ça. Et ça, maintenant, en France, on sait que quand on voyage, on peut attraper l'hépatite A. On peut aussi avoir une exposition professionnelle, mais c'est de moins en moins le cas dans la santé, dans les usines d'épuration. Et puisqu'on ne sait pas, ou on sait moins, c'est qu'il y a des contaminations assez importantes, même des épidémies d'hépatite A chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, et également c'est les usagers de drogue. Alors la maladie hépatique A, c'est quoi? Chez l'enfant, c'est rien, pas beaucoup de symptômes, mais par contre chez l'adulte, vous pouvez avoir des formes chroniques. Et ces formes chroniques, elles peuvent être un peu invalidantes. Alors, je ne vais pas dire de chroniques, je vais dire de formes prolongées persistantes, qui peuvent aller jusqu'à 6 mois, avec des asthénies, des formes un petit peu difficiles. Et puis surtout, il y a des hépatites fulminantes, donc 1 pour 1000, chez les patients notamment qui ont des facteurs de risque, qui ont des maladies chroniques du foie, qui sont immunodéprimés ou qui sont plus âgés. Aussi, on a l'idée, à l'arrière-pensée ici, de la vaccination. Alors, en effet, quand on regarde ce papier, alors je ne vais pas vous faire un grand discours sur le papier du Lancet, voilà ce qui se passe aujourd'hui en France. Vous voyez que nous, on est en gris-rose. C'est-à-dire qu'on a une prévalence de l'hépatite A qui est extrêmement faible. Et puis, ils ont regardé un petit peu ce qui pouvait se passer, quelle était la susceptibilité à l'infection virale A dans les années à venir si on ne vaccinait pas. Et on sera donc avec des taux d'incidence constamment faibles pendant de longues années et sans vaccination. Et là, vous voyez qu'on va passer du gris clair au rose foncé, voire au rouge dans les pays du Nord. Donc, la question est, il faut vacciner. Alors, il existe un vaccin. Ce vaccin A fait partie des volontés de l'OMS aussi, qu'elle déploie pour éradiquer les hépatites virales à l'échelle mondiale. Le vaccin A, c'est simple. C'est un vaccin inactivé, 2 injections très efficaces, autorisées chez les femmes enceintes, mais il ne fait pas partie des 11 vaccins obligatoires à la naissance. Donc aujourd'hui, on va vacciner les populations à risque, dont je vous ai parlé tout à l'heure,
Et puis, ce qui est important aussi, c'est que si vous êtes en contact avec le virus A par l'intermédiaire d'un patient ou de quelqu'un de votre famille qui a l'hépatite A, eh bien, il faut se faire vacciner très vite dans les 7 jours. Il n'y a pas la possibilité de faire des immunoglobulines, donc des anticorps, pour vous protéger. Hépatite E. Hépatite E, ce qu'il faut retenir de l'hépatite virale E aujourd'hui en France, c'est que c'est une maladie autochtone, c'est-à-dire que ce sont des cas locaux. Il n'y a pas de cas importés. Et vous le savez, parce que je pense que vous avez déjà eu autrefois des présentations des Toulousains, que c'est la région sud-ouest qui a été particulièrement marquée, mais on en a partout maintenant en France, en Corse et également en Meuse et Moselle. Alors, le virus de l'hépatite E, il y a 2 types de virus. Il y a le virus G1, G2, vous voyez en rose et en jaune, avec sa localisation sur la carte mondiale. C'est une transmission orofécale, c'est une transmission épidémique, comme l'hépatite A, et il n'y a pas d'infection chronique avec ça. Par contre, les femmes enceintes peuvent être très gravement atteintes, avec une mortalité qui peut aller dans certaines régions jusqu'à 70%. Et puis vous avez un deuxième type de virus, ce qui nous intéresse, le virus des maladies autochtones en France, qui est transmis essentiellement par le porc mal cuit infecté, et puis il y a eu des transmissions aussi par transfusion sanguine, et c'est une maladie qui peut donner des infections chroniques chez les personnes qui ont une immunodépression. Par contre, il n'y a pas de signal chez les femmes enceintes. Quels sont les symptômes de cette maladie? Eh bien, il n'y en a pratiquement pas, en 95%, mais il y en a 5% quand même des cas, et c'est cela qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'on peut avoir avec une hépatite E aiguë? Une jaunisse, bon, ça c'est pas le plus grave, mais on peut avoir des hépatites graves ou fulminantes. Et on peut avoir aussi des manifestations qui sont extra-hépatiques, et en particulier ce qui est connu dans l'hépatite E, c'est les manifestations neurologiques. Alors, voyez, l'exemple de cette manifestation neurologique, c'est des neuropathies, c'est des encéphalopathies, etc. Mais là, c'est un aspect assez typique de la maladie qu'on appelle le syndrome de Parsonage-Turner, qui est une espèce de paralysie qui fait qu'on a un décollement de l'omoplate. La chronicité de l'hépatite E, je le répète, c'est uniquement les personnes qui ont des facteurs de risque d'immunosuppression. Alors, il y a un traitement de l'hépatite E. Ce traitement de l'hépatite E chronique, je précise bien, pas l'hépatite E aiguë, l'hépatite E chronique, c'est la ribavirine. Alors, ceux qui ont connu l'hépatite C à ces temps mémoriaux connaissent la ribavirine. C'est un vieux médicament. Il faut adapter à la fonction rénale, aux globules rouges, etc. Et puis, quand on est en échec de traitement chez ces personnes immunodéprimées, eh bien, on va donner à nouveau de l'interféron pégylé. Alors, qui est-ce qu'on traite? Eh bien, on traite les patients transplantés, les patients qui ont des maladies graves du foie, les patients autrement immunodéprimés, et on peut traiter les plus de 70 ans considérant que c'est une immunosuppression. Peut-être aussi des formes neurologiques dont on a parlé tout à l'heure dans la phase aiguë. Si on ferait un diagnostic précoce de cette infection, et si on suit l'algorithme décisionnel de traitement, eh bien, on est à 90% d'éradication du virus chez les patients ayant des maladies chroniques. Alors, est-ce qu'il existe un vaccin? Eh bien oui, il existe un vaccin, sauf que c'est un vaccin qui a été uniquement développé en Chine, alors on est méfiant. Et on n'a pas reconnu ce vaccin par la WHO. Donc, la question qui est, est-ce que c'est efficace? Et il semble que ce vaccin soit efficace. Et il est nécessaire aujourd'hui, tout le monde est d'accord là-dessus, ceux qui travaillent sur l'hépatite E, de l'essayer chez les patients ayant des maladies chroniques du foie et immunodéprimés, et surtout en pays épidémiques, pour contrôler les grandes flambées. Et ça, ce sera quand même un point extrêmement important. Hépatite B. Alors l'hépatite B, je vous rappelle comment ça se transmet. Aujourd'hui, la transmission, c'est comme facteur de risque principalement le sexe. D'accord? On a oublié le parentéral, ou quasiment oublié le parentéral, y compris la toxicomanie intraveineuse, les transmissions nosocomiales, etc., tatouages, etc. Donc aujourd'hui, on se branche là-dessus.
Et il y a des dépistages réglementaires dont il faut absolument se rappeler. La femme enceinte au premier trimestre, parce que lorsque on a un risque de transmission de la maman au bébé, il faudra faire une vaccination de l'enfant à la naissance très rapidement et des anticorps. Donc il faudra protéger cet enfant. Et puis dans certains cas aussi, on peut être amené à mettre un traitement en fin de grossesse. Les dons du sang d'organes, de tissus, ça c'est très important, les accidents d'exposition au sang. Et moi j'insiste beaucoup là-dessus. Lorsque on a un antigène HBS positif pour la première fois, y compris chez une femme enceinte, il va falloir refaire les anticorps delta. Un petit aparté, aujourd'hui, les premiers tests antigènes HBS positifs dépistés chez les femmes enceintes sont suivis de 0,16% de dépistage de l'anticorps delta. Alors comment est-ce qu'on traite l'hépatite B? Il y a deux manières de voir les choses. La première manière, c'est l'objectif fibrose. C'est-à-dire que là, on va empêcher la maladie chronique, fibrosante, devenir une maladie cirrhotique et devenir éventuellement une décompensation. Et puis, il y a un deuxième aspect qui est également très très important, c'est de prévenir le cancer du foie, puisque le virus, il rentre dans la cellule, il s'installe dans notre génome hépatique. Et donc, on va s'intéresser aux patients qui portent le virus depuis très longtemps, par exemple qui ont été contaminés à la naissance, qui gardent des charges virales élevées, des quantités de virus élevées pendant très longtemps. Et ces patients-là, on va les traiter, même s'ils n'ont pas de maladie hépatique évidente, parce qu'il y a un risque de cancer. Et enfin, les antécédents familiaux de cancer ou de cirrhose. Et bien entendu, tous les patients cirrhotiques, quels qu'ils soient, doivent être traités, et tous les patients co-infectés VIH. Alors, quels sont les objectifs? Un objectif que tout le monde connaît, c'est de négativer la charge virale dans le sang de façon continue. D'accord? Bon, pour ça, on a des bons médicaments. Tenofovir, entecavir, barrière de résistance élevée. On va avoir 96 à 100% de réponses virologiques sous traitement, sauf qu'on ne sait pas les arrêter. On a un autre médicament intéressant qui a fait l'objet de beaucoup de bagarres de SOS hépatite, c'est le TAF. Le TAF, c'est un dérivé du tenofovir qui a un métabolisme essentiellement hépatique et qui donc protège vos reins au très long cours, parce que le tenofovir peut avoir une petite toxicité rénale et éventuellement entraîner une ostéopénie ou une ostéoporose. Alors le TAF aujourd'hui n'a pas d'AMM en France. Il est prescrit en association avec de l'antricitabine, qui est un autre médicament, dans la maladie VIH, mais pas dans la mono-infection VHB, et on peut l'obtenir sur des cas très particuliers, chez des patients qui ont des insuffisances rénales sévères et qui ont par exemple une contre-indication à l'entecavir parce qu'ils ont déjà développé une résistance à ce type de molécules. L'objectif de cette réponse virologique, c'est quoi? C'est la survie, c'est la prévention du cancer, c'est l'amélioration de la qualité de vie et de la transmission. Mais on veut aller au-delà. Aujourd'hui, l'actualité, c'est quoi? C'est perdre l'enveloppe du virus de l'hépatite B. Et par rapport à la négativation du virus B dans le sang, qu'est-ce que ça va nous apporter de perdre cette fameuse enveloppe? C'est ce qu'on appelle la cure fonctionnelle. Les anglo-saxons appellent ça HPV cure. Et ça nous permet d'avoir beaucoup moins ou quasiment aucune complication liée au virus de l'hépatite B. Alors, est-ce que c'est possible? Eh bien oui, parce qu'il y a plein de pistes à l'heure actuelle en développement. Alors, on en est au premier développement, hein. Il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché, mais on a de nouveaux inhibiteurs de la multiplication virale. On a des molécules qui vont réduire directement la quantité d'enveloppe du virus de l'hépatite B, on va en discuter, soit ce qu'on appelle les siRNA, vous avez entendu parler du siRNA dans les vaccins Covid par exemple, les anticorps dirigés contre l'enveloppe, et puis vous avez aussi un autre moyen d'agir, c'est de stimuler le système immunitaire chez les patients porteurs du virus de l'hépatite B. Vaccins thérapeutiques et différents stimulants, et là je vous ai cité l'anti-PD-1 parce que c'est un médicament qu'on utilise
dans le cancer du foie, par exemple. C'est ce qu'on appelle l'immunothérapie, qui est largement utilisée dans les cancers. Alors, c'est une diapositive compliquée. Je vous demande de regarder juste à droite. À droite, vous avez le génome du virus de l'hépatite B. Qu'est-ce que c'est le génome? C'est son cerveau. Il va fabriquer un intermédiaire qu'on appelle l'ARN messager. Cet ARN messager est nécessaire à la fabrication de l'enveloppe, la fameuse enveloppe antigène HBS du virus de l'hépatite B. Et qu'est-ce qui va se passer pour avoir une cure fonctionnelle? Eh bien, on va utiliser ces différentes molécules dont on a parlé, et voici quelques exemples. Je vous ai cité le VIR 2218, peu importe, avec ou sans interféron, avec ou sans anticorps dirigés contre le virus, contre l'antigène HBS. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle des oligonucléotides antisens, c'est à peu près pareil. Ils vont interagir avec ce fameux ARN messager et empêcher la fabrication de la protéine antigène HBS. Et bien, avec ça, vous pouvez avoir à peu près 20 à 30% de négativation de l'antigène HBS qu'on n'a jamais observé avec des traitements finis. Mais la problématique, c'est le risque de rechute après l'arrêt des traitements. Et aujourd'hui, on est seulement à 10 à 15% de cure maintenue. Cependant, les associations de traitement nous permettront certainement d'aller beaucoup plus loin. Hépatite delta, en soi, c'est déjà une actualité. Alors, actualité, vous allez me dire, c'est un nouveau... Qui connaît l'hépatite delta dans la salle? Beaucoup de gens. C'est bien. Vous êtes très, très bien renseignés. Hépatite delta, c'est Mario Rizzetto dans les années 70. Donc, vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et puis, on l'a complètement oublié, ce pauvre virus, parce qu'on n'avait pas tellement le moyen de le traiter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que ce virus, d'abord? C'est un virus parasite. Virus parasite, comme vous voyez, vous avez le B à gauche, le D à droite. Ils ont la même enveloppe. C'est-à-dire que le virus delta, il a piqué l'enveloppe du virus de l'hépatite B pour rentrer dans la cellule et s'y développer. Donc, c'est un virus parasite. Alors, comment on le dépiste? Quand vous avez un antigène HBS positif pour la première fois, il faut faire des anticorps delta. Et quand on a des anticorps delta positifs, on va faire la recherche du virus. C'est un peu le même mécanisme dans les autres maladies. Et la recherche du virus, ça s'appelle l'ARN delta. S'il est positif, on a une maladie chronique. S'il est négatif, globalement, c'est un contact antérieur qu'il faudra revérifier. D'où des recommandations. Dépister tout patient qui a un antigène HBS positif, quel que soit son statut, s'il n'a jamais été dépisté. Savoir répéter le dépistage s'il y a des facteurs de risque. Et l'HAS s'est assez engagé pour le faire régulièrement. En cas de poussée de transaminase, c'est-à-dire les tests hépatiques perturbés alors que le patient était parfaitement contrôlé. Et aussi les patients qui sont déjà sous traitement anti-VHB. Il faut n'oublier personne. Hépatite delta, 15-25 millions de personnes dans le monde, 80% de chronicité, en gros en cas de surinfection. En France, c'est 3 à 4% des patients antigène HBS positifs. Un peu plus chez les patients qui ont infecté VIH, 8%. Et surtout, pourquoi si on s'y intéresse? Parce qu'il y a des nouveaux médicaments, bien sûr. Et on va être comme dans l'hépatite C, il faut dépister pour traiter. Test to treat. Pourquoi? Parce que c'est une maladie grave. Ici, c'est l'expérience du CNR qui a été publiée, qui montre que l'incidence des complications dans cette maladie chronique est de 57% de cirrhose à 10 ans et de 15% de cancer à 10 ans. Et quand on compare les risques liés au virus D et les risques liés au virus B, eh bien vous voyez qu'il y a 5 fois plus de risques pour l'hépatite D que pour l'hépatite B à 5 ans. Où sont les patients? Il s'agit essentiellement de patients migrants. Afrique subsaharienne, Europe méridionale et orientale, il y a un cluster en Mongolie, mais les usagers de drogue sont aussi parfois porteurs du virus de l'hépatite delta. Et je vous rappelle le risque sexuel, toujours, HSH et professionnels du sexe. Ces patients ont souvent des co-infections avec d'autres virus, en particulier le VIH, on en a déjà parlé, mais également l'hépatite C et parfois les deux.
Alors, est-ce qu'en France, on est bon pour dépister cette fameuse hépatite nouvelle? Eh bien, on a fait un travail là sur les données SNDS qui ont montré que globalement, si on prend 2016, on était à 46% de tests réalisés par rapport aux tests attendus. Et en 2020, on était à 64%. On a progressé, mais on est encore loin du compte. Alors, comment est-ce qu'on peut pallier cette difficulté? Puisque c'est une maladie que vous connaissez, mais que beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc, l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle du reflex testing. C'est quoi du reflex testing? C'est que quand vous découvrez un antigène HBs positif dans un laboratoire, le laboratoire va déclencher la réalisation de l'anticorps delta, systématiquement, s'il n'a pas d'antécédent de prise en charge pour ça. Et là, on a fait une enquête pour savoir si ça se faisait dans les laboratoires à FPRH et la Société française de microbiologie. Et qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, on a vu que finalement, vous voyez, oui, on avait seulement 23% des laboratoires qui réalisaient ça, et c'était essentiellement des centres hospitalo-universitaires. Mais par contre, si on demandait aux laboratoires en question s'ils seraient prêts à mettre en place un phénomène de reflex testing, eh bien oui, ils sont prêts dans 45% des cas, si c'est remboursé et si c'est reconnu. Alors voilà l'exemple du reflex testing type qui a été fait au CNR pendant 10 ans. Et vous voyez que tous les patients antigènes HBs positifs nouvellement diagnostiqués, c'était 90% de reflex testing. Pour l'anticorps, 6% de patients positifs. Ils ont fait un double reflex testing avec de l'ARN et ils ont eu 86% d'ARN positifs. Et vous voyez qu'ils ont eu un certain nombre de patients VHD diagnostiqués. Et je trouve que le côté gauche ici est encore plus marquant. Je résume. Ça se passe en Espagne. En pré-réflexe, sur 2 ans, ils ont diagnostiqué 4 malades. Pré-réflexe. En post-réflexe, en 1 an, ils ont diagnostiqué 56 malades. Et puis une autre façon de faire du reflex testing, c'est l'utilisation des buvards. Et ça, l'avantage du buvard, c'est qu'on peut l'utiliser hors les murs, migration, prison, santé sexuelle, les pays à ressources limitées. Alors en quoi ça consiste? Ça consiste à mettre du sang sur un buvard, mais il faut une certaine quantité. Alors il y a une littérature abondante et malheureusement ces buvards ne sont pas tous valides. Il y a un test commercialisé qui est très cher, qui est le test Roche, qui a été validé par le Centre national de référence, qui permet de dépister bien sûr hépatite B, hépatite C, VIH, hépatite delta, et qui permet en plus, après, par une espèce de filtration du sang dans une membrane, de faire directement la biologie moléculaire, c'est-à-dire les ARN et les ADN, de tous les virus. Et puis, notre centre de référence national a mis au point un buvard aujourd'hui qui va être diffusé hors les murs. Et ce buvard a, et on était bien embêtés pour l'anticorps delta, a quand même une spécificité excellente pour les anticorps delta, finalement une sensibilité qui n'est pas mauvaise, avec un taux de détection. Et quand on n'avait pas détecté l'anticorps delta, c'est parce que en fait, ces patients étaient ARN négatifs. Donc à la limite, ça n'était pas très grave. Et puis, on pouvait également dépister le fameux ARN delta avec une excellente spécificité, une assez bonne sensibilité, 98%, sauf dans les charges virales qui étaient basses, mais ça c'est moins fréquent, inférieur à 1000. Donc ça, c'est un outil qui va être extrêmement intéressant et que nous, on va utiliser hors les murs dans nos structures. Alors un traitement, bien sûr. Un traitement qui s'appelle le bulévirtide. C'est un inhibiteur d'entrée du virus de l'hépatite B et delta. Et il est particulier puisqu'il faut faire des injections sous-cutanées 1 fois par jour, 2 mg. Il y a peu d'effets secondaires, sauf des petites réactions locales au point de l'injection. Et après l'arrêt du traitement, attention, si on a une maladie grave du foie, il ne faut pas arrêter brutalement parce qu'on a fait phénomène de flares, c'est-à-dire de poussées cytolytiques qui peuvent entraîner une décompensation. Et on a fait une enquête là récemment aussi pour savoir si finalement, quand on regarde le profil des patients qui sont delta positifs, est-ce que ces patients vont adhérer à ce nouveau traitement? Parce que quand même des injections tous les jours, ça n'est pas évident. Et bien finalement, on est assez surpris de voir que l'observance à 2 ans de traitement est de 78%, la persistance à 68% et que seulement 15% des patients ne sont pas autonomes à l'auto-injection. Et ceci grâce très probablement à la diffusion de l'éducation thérapeutique.
Alors, est-ce que ça marche? Ça, c'est l'expérience, en gros, française, hein, de ce qu'on appelait la TU de cohorte pour ce médicament. Et globalement, on a, à 2 ans de traitement, puisque c'est des traitements au long cours pour le moment, 68% de réponse si on n'utilise que le bulévirtide. Mais par contre, si on rajoute l'interféron, eh bien, vous voyez qu'on est un petit peu meilleur, 75%. Il n'y a pas de résistance décrite malgré les traitements très prolongés. Et quand on regarde ce qui se passe maintenant, si on essaye d'arrêter le traitement, vous voyez qu'on a arrêté le traitement à 12 mois dans cette expérience-là, et on voit malheureusement qu'il y a des phénomènes de rebond avec un échappement thérapeutique, puisque seuls 25% des patients ont encore contrôlé à 12 mois après l'arrêt du traitement. Donc, il y a une mise à jour de ce nouveau médicament avec une publication au JO. C'est une prescription hospitalière spécialisée. Elle est disponible en rétrocession avec une prise en charge à 100%. Et elle est indiquée dans l'hépatite delta compensée avec, ça c'est très très important, un traitement de fond de l'hépatite B. C'est-à-dire qu'il faut bien sûr traiter l'hépatite B si vous voulez qu'on soit efficace sur le delta. La RCP est obligatoire. Alors la question qui est posée, c'est on ne peut pas arrêter, c'est très difficile d'arrêter, et on a l'impression quand même que de rajouter de l'interféron, ça va améliorer les choses. Donc on a pris des patients qui ont été traités avec simplement du bulévirtide, on a rajouté de l'interféron, ils étaient en échec de traitement bulévirtide, ils n'arrivaient pas à descendre leur ARN, et vous voyez qu'on a eu une baisse drastique de l'ARN viral, et donc probablement il faut ajouter de l'interféron pegylated. Alors voilà les 3 points clés de la HAS qui en sont venus là. 1. L'HAS s'est positionnée assez clairement sur le type de malade qu'on devait traiter, en sachant que pour le moment, on ne traitait que les patients avec des fibroses avancées, mais que beaucoup de gens se posaient la question de savoir si on traitait les patients intermédiaires et les fibroses minimes. Et là, on a dit, on traite les patients qui ont une activité significative ou une fibrose significative. La stratégie thérapeutique est conseillée avec l'interféron pegylated, même si nous n'avons pas encore de preuves scientifiques suffisantes, et l'éducation thérapeutique est indispensable. Alors, est-ce qu'il y a d'autres médicaments? Parce qu'il faut développer des médicaments. On est dans l'émergence, des médicaments qui peuvent nous donner un traitement limité. Alors, vous avez ici, première expérience, ce qu'on appelle le lonafarnib, qui est boosté par un médicament qu'on utilise dans le VIH qui s'appelle le ritonavir, lonafarnib-ritonavir, et on a rajouté aussi de l'interféron. Et vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que quand même, on arrive en fin de traitement, à 48 semaines, à avoir à peu près 20% de patients qui sont négatifs. Et si on regarde après l'arrêt du traitement, c'est plus compliqué, parce qu'en fait, ils ne nous ont pas donné les résultats en termes de négativité, mais on a une baisse de la charge virale, de log, et une normalisation des transaminases dans 29% des cas. Le problème avec ce médicament, c'est qu'il y a des effets secondaires, notamment digestifs. Et là, je vais vous parler d'un médicament tout à fait à part qu'on appelle le REP 2139, puisqu'on est dans les émergences. C'est un médicament qui aujourd'hui est disponible en compassionnel pour les patients en échec de bulévirtide. Et ce médicament a un gros avantage parce qu'on arrive avec ce traitement à obtenir ce qu'on appelle le fameux cure fonctionnelle du virus B. Et donc, si on traite le virus B, si on enlève l'antigène HBS, eh bien, on n'aura plus de delta. C'est clair. Et on n'aura pas de récidive du delta. Et c'est ce qui se passe. Vous savez, on a à peu près une quinzaine de patients traités. On a 7 sur 9 patients avec des réponses virologiques, c'est-à-dire des chutes virales. Et puis, on en a 5 sur 9 à AS24, c'est-à-dire à 6 mois de traitement, qui sont négatifs. Et parmi les 5, il y en a 3 qui ont perdu leur antigène HBS et qui ont développé des anticorps HBS. Et ça, c'est la première fois qu'on voit ça avec un traitement. Le problème, c'est que c'est développé par une toute petite boîte et que cette petite boîte, pour le moment, n'a pas vendu son médicament et qu'il faut des essais cliniques. Et on espère que ces essais cliniques vont être mis en place. Hépatite C, je vais être très rapide. Hépatite C, pour vous donner, on a parlé du BEH tout à l'heure,
Alors, on n'est pas mauvais en hépatite C. Regardez, le nombre de tests qui sont faits, il est en parfaite croissance permanente. Mais par contre, regardez le nombre de patients traités qui est tombé en 2021 à 5 997 nouveaux traitements. Et donc, ce que disait tout à l'heure Pascal, il nous reste quand même beaucoup de malades, entre 60 et 80 000 malades à traiter. Donc, on est très loin de l'élimination prévue en 2025. Alors, je vais juste vous parler de petites expériences. De petites expériences hors les murs. La première expérience dont je parle, c'est Scanvir. Alors, je suis dit, il y a un conflit d'intérêt, puisque c'est notre expérience Limoujaude, qui est un concept. Ce concept, ça a été de définir des journées de dépistage dédiées pour les patients hors les murs, en y invitant tous les professionnels de soins. Professionnels de soins, mais aussi donc addictos, socio-professionnels et administratifs. Ce qui fait qu'on prend en charge globalement le patient lorsqu'il vient directement sur le site. On dépiste ces 3 virus, on fait du dépistage de la fibrose avec du fibroscan, on fait de la PCR rapide sur site et on traite le malade immédiatement, on lui remet son ordonnance s'il est VHC positif. C'est un concept qui a beaucoup de succès, qui a été diffusé au niveau national, qui a été diffusé maintenant au niveau européen, puisqu'il est considéré comme une des actions européennes pour l'élimination de l'hépatite C. Alors, pourquoi ? Vous voyez l'intérêt. 27% des patients sont positifs. Pourquoi autant de patients positifs VHC au cours de ces différentes journées ? Parce qu'on réunit les patients, on fait de la publicité, on les amène sur les sites et on leur amène tout à portée de main. Deuxièmement, 56% sont réplicatifs et vous voyez que 80% de ces patients ont été traités. Donc, un certain succès. Et surtout, quand on regarde le fibroscan, on est très étonné. Alors, est-ce que c'est une particularité régionale? En tout cas, ça, c'est notre expérience régionale. On avait 19% de patients qui avaient une fibrose avancée et 50% qui avaient une fibrose sévère. Et puis, je vais vous parler de cette expérience toute nouvelle, qui est l'expérience de Perpignan. Vous connaissez tous le programme Soins, équipe mobile de Perpignan qui a fait l'objet d'un article 51. Donc voilà. Alors, quelle est la nouveauté ? Eh bien, ils ont monté un processus local de prescription par les infirmières des antiviraux directs de l'hépatite C dans le cadre du parcours simplifié HAS. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien sûr, il faut que, par prérequis, il faut que ce soit des infirmières formées. Ces infirmières, elles ont au moins 3 années d'expérience dans le service expert de lutte contre les hépatites et en équipe mobile. Et vous voyez les résultats. Ils ont dépisté entre presque 1 an 65 patients qu'ils ont traités. Et quand on regarde les infirmières, quel était leur rôle, eh bien 31 de ces patients ont été traités par des infirmières dans ce protocole. Et là aussi, un autre élément qui sort et qui nous inquiète beaucoup, c'est que les patients traités, c'est 35%. C'est énorme, 35% de recontamination. Alors, je terminerai avec ça. Je vous ai dit, je suis toujours été favorable au vaccin. J'avais un maître qui s'appelait François Denis, qui a été responsable de l'initiateur du dépistage du virus de l'hépatite B chez les femmes enceintes. Aujourd'hui, voilà quel état des lieux. Bien, ça, c'est les patients sérotiques. Ça a été présenté à la FEF cette année. Et vous voyez que les patients sérotiques ne sont pas vaccinés contre l'hépatite A et contre l'hépatite B, même après le diagnostic. 11% en orange pour l'hépatite A et 31% pour l'hépatite B. C'est catastrophique. Il faut régler ce problème. Alors, quelles sont nos perspectives ? Perspective FPRH, la Fédération des pôles et des réseaux. On a monté avec les associations de patients et les sociétés savantes un projet HAS collaboratif pour la biologie délocalisée, pour la faire reconnaître de façon officielle. Donc après, la reporter au ministère, parce qu'on négocie depuis des lustres et on n'arrive pas pour le moment à la faire reconnaître, notamment dans les XAPA et les CARUD. Deuxièmement, un dépôt au projet, à l'appel d'offres européen pour le réflexe testing sur l'hépatite delta, qui est le projet Spearhead. Bon, la lettre d'intention a été acceptée. Troisièmement, monter le dépistage de l'hépatite delta, mais de tous les virus, sur les sites grâce au BUVAR qui a été validé par le CNR. Quatrièmement, le protocole de prescription des AAD par les infirmières en hépatite C. Et enfin, on a proposé, on est en train de monter une formation également
aux jeunes experts, c'est-à-dire à la PCR délocalisée pour les infirmières ou pour les médecins qui veulent le faire hors circuit. Et puis, il y aura également, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de fibrose chez ces patients hors les murs, des projets sur le dépistage de la fibrose hors les murs avec le FibroScan, FibreAval, ScanFib, bon, qui est dans la suite de ScanVir. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. On va avoir le temps pour une ou deux questions. Moi, je voulais te remercier et juste dire, une fois de plus, je suis content de voir qu'on est complètement raccord avec ce qu'on fait, parce que dans l'Aller Vert et tout ce que tu expliquais, à SOS Hépatite, il y a les collègues de la Bourgogne-Franche-Comté qui ont déjà des actions d'aller faire du dépistage dans les structures, dans les microstructures, dans les XAPA, et de permettre un accès direct au traitement. Et puis l'autre point que je voulais relever sur la... On aura aussi cet après-midi l'occasion de discuter de ce qui est fait avec Jean-Pierre Bournovicki et avec des infirmières qui vont sur le terrain dépister et traiter. Mais aussi rappeler que la catastrophe de la non-vaccination des cirrhotiques, SOS Hépatite s'en est emparé et qu'on a été doté par le Fonds national de démocratie sanitaire d'une enveloppe pour amener un projet sur la vaccination des cirrhotiques. Donc vous voyez qu'on est complètement raccord avec ce que fait le corps médical. Des questions dans la salle ou en distanciel, rapidement. Moi, j'avais une question, Véronique, sur les 35% de recontamination. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est une RDR insuffisante? Après la guérison, il faudrait qu'on soit plus actif en termes de réduction des risques. Est-ce qu'il faut être plus en phase avec les cas rudes? Je pense que d'abord, c'est une expérience, c'est l'expérience perpignanaise. Hein. Ce n'est pas la totalité de la France, mais je pense que dans les structures un peu chaudes, chez nous, ce n'est pas notre cas. Hein. Donc nous, on doit être à 15%, on est beaucoup moins. Mais effectivement, il y a de la recontamination. Au départ, on disait finalement le traitement de l'hépatite C, il est un peu pédagogique parce qu'une fois que les patients ont été traités, guéris, ils ne se recontaminent pas, ils diminuent, ils ont des gestes enfin, ils utilisent des seringues à usage unique, etc. Donc, en fait, on a moins de recontamination, mais je pense qu'il faut se méfier de cet adage. Ça a été vrai à une certaine époque, et je pense qu'aujourd'hui, il y a un petit peu à laisser aller, puis ils savent qu'il y a des médicaments contre l'hépatite C, qui sont faciles d'utilisation. Du relapse. Ouais. Des questions dans la salle? Je ne sais pas s'il y a un micro dans la salle ou si je... J'en suis là. Merci. C'est pas une question, pardon. C'est dommage que Madame Simona n'est pas là. Il faut dépister, quoi. Ouais. Hein? Il faudrait que les ARS l'entendent, ça les donne des moyens derrière, humains et aussi logistiques, pour pouvoir continuer à dépister, quoi. Et continuer à entretenir les entretiens de prévention, parce qu'un TROT, finalement, c'est pas qu'un dépistage et dire fais ceci ou fais cela, c'est tout un entretien de prévention. Ouais, donc c'est dommage que Mme Simona ne vous a pas écouté. Si vous pouvez lui envoyer votre slide, ce serait bien. Moi, je veux bien qu'on partage les slides, ça ne pose pas de problème. Mais je crois que vous avez raison, le dépistage est fondamental. On dépiste probablement pas assez. On fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Je pense que là, ce que je vous ai montré, le buvard, la reconnaissance du gène expert, ça peut aussi faire avancer les choses avec des formations gène expert correctes, comme on a fait les formations au TROD. Ça peut être un élément fort. Voilà. Et après, clairement, il y a des besoins financiers aussi, de soutien pour acheter les appareils, pour maintenir les appareils en bonne forme, parce qu'il y a des exigences aussi sur le traitement des appareils gène expert. Voilà, et qu'il y ait aussi tout un cadre reconnu et une aide, un soutien financier effectivement pour toutes ces actions. Madame Simona ne veut pas entendre du FibroScan, par contre. Du gène expert, je suppose. Non, le FibroScan. Le gène expert, on n'y est pas encore. Vous savez, il faut tant que ça arrive. Mais c'est dommage que, les instances de soins, les ARS, n'entendent pas ça. Ils ne veulent pas financer ce genre de choses. Ce que vous pouvez faire, si je puis me permettre, c'est voir quelles sont les expériences des autres centres
D'où, par exemple, le fibroscan, il y en a partout. Hein, donc, l'ARS Nouvelle-Aquitaine a fourni des fibroscans partout. Alors bon, c'était aussi un peu tout et n'importe quoi, mais ça a été quand même une démarche. On fait du dépistage, parce qu'on parlait des populations fragiles, donc on fait du dépistage dans les CARUD, les XAPA, etc. Mais on fait aussi du dépistage, nous, systématique. On a un projet qui s'appelle Fibropsy en milieu psychiatrique, et on est étonné de voir le pourcentage de patients avec des fibroses sévères. Donc je crois que vraiment l'utilisation de cet outil enfin, je veux dire, on peut la vendre sans aucun problème parce que c'est pas un outil agressif. Autant le GeneXpert est un peu complexe, autant le fibroscan, se former au fibroscan, c'est pas enfin, très très compliqué. Et nous, on a une délégation de tâches très claire. Hein, donc voilà. Donc alors, moi, je suis prêt à vous aider hein, si vous avez besoin pour donner l'expérience de la région chez nous. Hein. C'est le problème qu'on a à SOS Hépatite, où un certain nombre de nos associations régionales se sont équipées en fibroscan, c'est d'arriver à passer du médical au médico-social et à l'associatif, bien sûr en étant formé, mais que le fibroscan se démocratise et soit pas uniquement un outil médical, mais qu'on arrive à l'utiliser. Le médico-social fait du dépistage, il faut qu'on lui permette aussi de faire de l'évaluation avec le fibroscan. Absolument. Ça, c'est un enjeu de bien se former au fibroscan, du moment qu'il y a quelqu'un pour interpréter le fibroscan, parce que ça, je crois que c'est quand même un élément important, ça peut se faire en télémédecine. Perpignan, il a l'expérience de ces infirmières ou de ces personnes qui s'en vont hors les murs toutes seules, hein, sans médecin. Donc là, même, elles prescrivent maintenant des médicaments. Mais ils ont quand même le couvert de la télémédecine, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire appel à un médecin par téléphone, par visio, enfin voilà. Donc je crois que ça, il faut qu'on se modernise sur des trajets, des parcours simplifiés, parce que bien sûr, quand c'est compliqué, il faut orienter vers un milieu spécialisé, mais quand c'est simple, il faut faire. Ok, merci beaucoup. De rien. Merci à la maman de Max, toujours présente. Max est bientôt majeur et on est encore là.